Le lauréat, c'est Jérôme Ballet, qui est avec nous, bien évidemment. Donc, Jérôme Ballet est maître de conférences habilité à diriger les recherches en économie à l'Université de Bordeaux. Il est au sein du GRETA. Le GRETA, c'est le groupe de recherche en économie théorique et appliquée. C'est l'UMR, CNRS, de Bordeaux. Et il a eu une vie avant Bordeaux, puisqu'il a enseigné également à Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines. Mais il intervient aussi dans des écoles de commerce pour porter justement cette démarche éthique. Et puis, une autre vie, c'est la vie de consultant auprès d'organisations internationales et notamment des agences des Nations Unies, comme l'UNICEF ou le Programme des Nations Unies pour le développement. Alors, ces thématiques de recherche, elles s'inscrivent dans un spectre large, mais tout à fait cohérent, qui couvre l'éthique et dans ses rapports avec l'économie sociale et solidaire, l'économie du développement et l'économie de l'environnement. Sur ce socle, il a publié une collection importante, une centaine d'articles académiques et une vingtaine d'ouvrages qui s'inscrivent notamment dans le champ de l'éthique, dans son rapport avec l'économie, dans le champ de la RSE et dans le champ du développement. Et ses travaux actuels portent sur l'éthique environnementale et sur le rôle des émotions en économie. Jérôme Ballet a publié donc en 2021, en pleine crise sanitaire, au printemps 2021, l'ouvrage donc l'économie à l'épreuve de l'éthique, bonheur, justice, marché. Il y questionne le sens de la démarche économique et confronte l'économie à l'éthique en analysant méthodiquement et rigoureusement les fondements de l'analyse et de la rationalité économique. L'originalité de la démarche qui a retenu l'attention du comité de lecture puis du jury qui a délibéré tient à ce que Jérôme Ballet appelle les références de la rationalité économique dans la réalité actuelle des orientations macroéconomiques et des choix individuels et collectifs. En construisant un parcours jalonné et nourri par une revue de littérature fournie, il invite à une posture critique, élaborée, éclairée, et un parcours jalonné par les repères du discernement éthique et politique. Cet ouvrage arrive donc à point nommé dans un monde en manque criant de repères pour guider le fonctionnement de ces institutions et pour éclairer les choix. Il met en valeur une démarche de rationalité critique et y associe de façon rigoureuse les questions philosophiques fondamentales auxquelles nous nous confrontons ou auxquelles nous devrions nous confronter. Pour toutes ces raisons d'évidence, parce qu'il intègre la rigueur scientifique et la préoccupation d'ouverture et d'accessibilité de sa démarche, l'ouvrage de Jérôme Ballet est à mettre sans réserve entre toutes les mains. Il aménage plusieurs niveaux de lecture en guidant un accès raisonné aux sources pertinentes de la pensée et de l'analyse économique. Et donc, spécialistes ou non spécialistes y trouveront les clés et les pistes pour initier ou approfondir leurs réflexions, comme pour repenser l'action individuelle et collective en société. Voilà pour l'essence de ce que le comité a extrait de cet ouvrage riche et ouvert, mais je pense que Jérôme Ballet sera le mieux placé pour nous inviter à le suivre dans la démarche qu'il a conduite. Je suis vraiment très, très honoré de ce prix, mais alors, vous n'imaginez pas. Donc je remercie profondément la Fondation, dont je suis les travaux depuis un bon nombre d'années. Alors j'en profite aussi pour remercier forcément mon éditeur de Bocconi Supérieur, puisqu'ils m'ont accompagné dans la démarche quand même, et le résultat, je le dois quand même en grande partie à eux aussi, à leurs critiques, à leurs suggestions, etc. Donc il faut les remercier. Je voudrais remercier aussi un ensemble de collègues avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années au sein du Fonds pour la recherche en éthique économique. On essaye de promouvoir, c'est une association de chercheurs et d'enseignants, où nous essayons de promouvoir un peu la réflexion éthique en économie dans tous les champs. Alors, il se trouve que ce livre est le résultat d'une vingtaine d'années d'enseignement, d'abord à l'université de Versailles, puis à l'université de Bordeaux et entre-temps dans d'autres pays. Donc je vais pas résumer finalement l'ouvrage pour une simple raison, il y a 7 parties, il y a 32 chapitres,
Donc vous imaginez que je ne vais pas pouvoir en résumer le contenu. Mais ce que j'aimerais faire, c'est vraiment vous donner la tonalité. Parce que finalement, un des objectifs à travers ce livre était de me dire, bon, quand j'enseigne les questions d'éthique aux étudiants, comment leur faire passer un message qu'ils ne prennent pas pour simplement de la moralisation, où on leur dit c'est pas bien de faire ça, mais plutôt de les amener à une réflexion critique sur l'économie, en sachant que c'est une discipline un peu averse à la réflexion éthique. Et actuellement particulièrement, j'aurais tendance à dire, malgré le contexte, ce qui est assez étonnant. Alors, pour vous présenter cet ouvrage, le contenu, je prendrai une petite parabole. Et puis, c'est comme ça que j'ai procédé dans le livre, finalement, avec un certain nombre d'exemples et de paraboles. Donc, je prendrai une petite parabole, et puis, après, j'essaierai de la disséquer un petit peu. La parabole, c'est la suivante. Imaginez une personne obèse qui va voyager sur le Titanic, donc qui va s'acheter un ticket pour voyager sur le Titanic, et pour voyager sur le Titanic, comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle se promène avec le logo d'une entreprise sur le front pendant toute la traversée, pendant toute la croisière. Elle est payée pour ça, et ce qui lui permet de payer son ticket. Bon, évidemment, nous savons tous ce qu'il est advenu au Titanic, il a coulé. Donc on peut poursuivre un peu la parabole et se dire, tiens, le Titanic a coulé, imaginons maintenant la suite, notre personne obèse se trouve dans l'eau sans gilet de sauvetage, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, à côté d'une autre personne, et il y a 2 canaux de sauvetage. Il se trouve que la personne obèse est la plus à droite, et elle a un canot de sauvetage sur sa gauche, l'autre personne est au milieu des 2 autres canaux de sauvetage. Elle en a un sur sa gauche, un sur sa droite. Et imaginons maintenant que la personne qui est au milieu choisit le canot de droite. Ce sont des canaux individuels. Donc la personne obèse ne peut pas monter dans ce canot, elle doit aller chercher le canot qui est bien plus éloigné. Elle n'a pas de gilet de sauvetage. La mer est en état démonté. La personne obèse se noie. Ça nous pose un certain nombre de questions. Évidemment, est-ce que c'était légitime? Est-ce que la personne qui était au milieu des 2 canaux ne pouvait pas se déplacer un peu vers la gauche pour laisser le canot libre à la personne qui était obèse et qui était près du canot de sauvetage qui était le plus près d'elle? Bon, voilà la parabole. À partir de cette parabole, qu'est-ce qu'on peut essayer, en tant qu'économiste, de se poser comme question? Et si je prends un peu cette parabole, c'est parce que finalement, c'est comme ça que j'enseigne l'éthique, pour faire passer le message auprès de mes étudiants qui ont du mal. Il faut comprendre que ce ne sont pas des étudiants qui ont fait un cursus en philosophie, d'accord? Donc je ne peux pas leur faire de la philosophie en tant que telle. Il faut qu'on ait des réflexions très pratiques avec des exemples intuitifs qui leur permettent d'arriver à quelque chose de critique en termes de discussion. Évidemment, on peut prendre des petits morceaux de la parabole et puis la découper. Donc la personne obèse, on pourrait dire, c'est à peu près comme notre société. Imaginez maintenant que la personne obèse, le gain, en plus de payer son ticket, le gain qu'elle a à se promener avec le logo de l'entreprise tatoué sur le front, lui serve à manger des sucreries toute la journée. Évidemment, ce n'est pas du tout bon pour sa santé. Donc de ce point de vue, si elle doit faire attention à sa santé, elle est un peu irrationnelle. Mais malgré tout, si on raisonne comme un économiste, elle est très rationnelle, puisqu'elle satisfait ses besoins. Et le meilleur moyen de satisfaire ses besoins, qui sont vers la sucrerie, c'est de manger des sucreries. Mais évidemment, ce n'est pas bon pour sa santé. Nos sociétés sont un peu comme ça, d'un point de vue économique. Nous avons tendance, avec la croissance économique par exemple, à vouloir toujours plus, alors que nous savons que le changement climatique est là, nous savons que ce n'est pas bon. Et donc, à un moment donné, peut-être, il faut se poser la question différemment, changer le regard. Et finalement, ce genre de parabole me sert aussi à ça, et à poser des questions ensuite plus profondes du type pourquoi nous acceptons finalement la société telle qu'elle est, alors que nous savons que ce n'est pas bon pour nous. Mais parce qu'elle fournit quand même une promesse, la promesse d'un bonheur qu'on a à travers la consommation, et qui a été développé, marqué par les économistes pendant des décennies, et qui continue d'être enseigné par mes collègues économistes auprès de leurs étudiants, et qui fait que finalement, oui,
on a cette promesse de bonheur à travers la consommation et la croissance économique qui va la générer, qui fait que nous continuons, vaille que vaille, dans le même rythme, sans finalement nous poser la question de notre état de santé. Donc il faut peut-être décaler le regard. Très clairement, si on prend un certain nombre de travaux récents qui font référence à la question de la souffrance économique dans nos sociétés, eh bien, on a un regard différent, mais avec la difficulté, c'est que nous n'avons pas de statistiques. Nous avons de la statistique sur la consommation, nous avons même des données maintenant sur le bonheur, mais nous n'avons pas de statistiques sur la souffrance. Donc, on a quelque chose qui n'est pas mesuré parce qu'en fait, notre regard est fixé vers une sorte de promesse qui nous est rabattue depuis des décennies et vers laquelle on va. Donc ça serait ma première étape de la parabole, mais elle ne s'arrête pas là, évidemment, puisqu'on est sur le Titanic, et que cette personne obèse a acheté un ticket pour aller sur le Titanic, pour faire cette belle croisière avec le Titanic, en s'y promenant avec le logo de l'entreprise sur le front pendant toute la croisière pour y faire de la publicité. Alors la question qui se pose, évidemment, elle peut être multiple, c'est est-ce qu'on a accepté ou est-ce que cette personne accepte volontairement cet échange ? Il s'agit d'un échange, on va faire une croisière, on met un logo publicitaire sur son front contre un ticket et contre de l'argent. C'est un échange, les économistes appellent ça un échange volontaire, c'est un échange marchand, c'est un échange volontaire, et pour ça, ils formulent des tas d'hypothèses très techniques, dont une qui s'appelle la non-survivance du consommateur, qui veut dire simplement que si le consommateur n'est pas content, il peut sortir du marché, l'équilibre du marché ne sera pas affecté, le consommateur sort du marché, si Yves va voir ailleurs. Mais évidemment, dans la réalité, le consommateur n'est pas une variable mathématique, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler et qui ne peut pas quitter le marché comme ça. Donc il va accepter un certain nombre de choses qu'il ne fait pas dans le modèle mathématique, puisque c'est une variable. Donc il va travailler, il va accepter un emploi parfois très mal payé, pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir consommer, etc. Donc l'échange volontaire qui est au cœur du système marchand en économie, en fait, il faut à nouveau décaler le regard. Il faut se dire, est-ce que la personne a vraiment consenti ? Et donc peut-être qu'il faut revenir sur la question du consentement, même si la question du consentement est quelque chose de très flou, elle fait l'objet de nombreux débats, mais malgré tout, ça permet d'insérer un certain nombre d'éléments de débat du type, est-ce qu'il y a eu interférence dans le consentement ? Est-ce qu'il y a eu des mécanismes de domination au moment du choix et du consentement ? Ce qui nous permet de nuancer totalement cette idée qu'on a un échange qui est volontaire. La question, c'est est-ce qu'on a consenti pleinement ou pas ? À quel degré, etc. Et là, évidemment, on va trouver tous les mécanismes de marché, de captation sur le marché, la publicité qui va interférer avec vos choix, les mécanismes où on vous capte en tant que client et on vous garde. Alors, le plus bel exemple, ce sont les casinos, qui sont très connus, très documentés. Je passe sur cet exemple pour revenir sur ma parabole. Donc maintenant, imaginons que notre personne obèse, elle a acheté son ticket, et elle n'a pas pris, au moment où elle a payé son ticket, elle n'a pas du tout pris de gilet de sauvetage. Il suffit de supposer qu'on pouvait choisir des tickets avec des prix différenciés, soit un gilet de sauvetage, soit pas de gilet de sauvetage, soit l'accès à un canot, soit pas d'accès au canot. Elle a pris un ticket moins cher, puisque le Titanic, au moment de sa construction, il est réputé insubmersible. Il n'a aucune chance de couler. Pourquoi acheter un ticket avec un gilet de sauvetage si vous n'avez aucune chance de couler ? C'est totalement inutile. Et donc il y a eu interférence. Il y a bien eu interférence dans son choix. Elle n'a pas acheté un ticket pour couler et mourir noyé. Et s'il y a eu interférence, c'est parce qu'on a eu une information qui est venue interférer dans ce choix et du coup qui a pénalisé finalement la personne d'une certaine manière. Donc ça, c'est le premier aspect, le fait qu'elle ait choisi un ticket qui ne lui donne pas droit à un gilet de sauvetage, et quand elle va couler, quand le Titanic va couler, elle se retrouve dans l'eau sans gilet de sauvetage. Si elle avait eu ce gilet de sauvetage, peut-être qu'elle aurait pu accéder au canot libre, mais ce n'est pas le cas. Et puis la deuxième question, évidemment, c'est, pour payer tout ça, elle se promène avec un logo publicitaire sur le front. Est-ce que c'est bien sérieux ? Jusqu'où on peut aller dans la marchandisation ? Donc c'est une question qui reste totalement ouverte, sur laquelle je n'ai pas de réponse ferme et définitive, mais qui interroge beaucoup quand on voit un certain nombre de procédés actuels sur le fait que la publicité corporelle n'est pas qu'un exemple hypothétique.
elle existe, elle est proposée. Quand on voit que des SDF sont transformés en bornes Wi-Fi dans certains festivals, ça a été le cas. Ça peut vous surprendre pour certains, mais ça a été le cas. Ils ont même un t-shirt « Je suis une borne Wi-Fi ». Donc on a l'idée que finalement tout devient marchand. Vous pouvez vous vendre en tant qu'être humain, ou une partie de vous-même, après tout. Un économiste dirait, c'est un échange marchand, c'est un échange volontaire. Qu'avons-nous à dire là-dessus ? Évidemment, se pose une question cruciale quand on réfléchit en éthique, qui est la dignité. La question de la dignité, jusqu'où le marché peut empiéter sur la dignité humaine ? Je n'ai pas de réponse, mais je me pose la question. Et l'idée, évidemment, est de pouvoir poser cette question auprès des étudiants à travers des exemples assez simples, mais aussi des situations réelles qui les mettent un peu mal à l'aise parfois. Il faut bien le dire, j'ai des réactions d'étudiants qui sont un peu choqués quand je leur donne des exemples très concrets. Donc vous voyez cette deuxième partie de la parabole, et puis évidemment le Titanic coule. Donc on se retrouve avec deux personnes à l'eau dans la parabole, la personne obèse se noie. Et puis là, à nouveau, on peut se poser la question du raisonnement économique, mais finalement, en renvoyant à des débats philosophiques très conséquents, qui est, avons-nous une obligation d'aider les autres ? Nous avons une obligation de ne pas les tuer. Mais l'obligation de les aider, elle n'est pas si claire. Et les économistes ont cette capacité à trouver une sorte de pléthore d'arguments pour justifier qu'il ne faut pas aider. Que la redistribution est un coût, elle pénalise la croissance économique, etc. Donc, l'aide est secondaire. Il ne faut pas nuire aux autres, il ne faut pas tuer quelqu'un directement, mais la question de l'aide, elle est tout à fait secondaire. Or, évidemment, quand on pousse un peu plus les choses en philosophie, on sait que entre l'obligation de l'aide et l'obligation de ne pas tuer quelqu'un directement ou de ne pas faire, il y a la question de l'obligation de ne pas laisser faire. Et donc on a une sorte d'obligation intermédiaire qui se cale entre les deux et qui va supposer que si on peut faire quelque chose, on ne doit pas s'en abstenir. Or évidemment, il semble qu'en économie, on ait assez de ressources. La croissance économique, même si elle est très faible ces dernières années, génère suffisamment de ressources pour qu'on puisse y consacrer une partie non négligeable pour aider les populations qui en ont besoin. Donc voilà la thématique un peu du livre. Vous voyez comment j'approche les choses. Je ne vais pas rentrer dans les 32 chapitres, ça n'aurait aucun sens. Mais l'idée, elle est là, c'est d'aborder les choses par un certain nombre d'exemples et puis ensuite de les décortiquer à travers des analyses plus rigoureuses, évidemment, mais donner l'intuition immédiate. Et puis évidemment, se poser la question, et c'est la question que je pose à mes étudiants à chaque fois quand on arrive à la fin du cours, c'est pourquoi les économistes n'arrivent pas à changer de façon de penser. Et là-dessus, il y a des travaux en psychologie, donc je ne suis pas psychologue, je ne pourrais pas en dire grand-chose, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est notre comportement face à un tube de dentifrice. Nous savons que quand on a un tube de dentifrice, au début, on ne fait pas attention. On appuie sur le tube, on a beaucoup de dentifrice, et on le consomme. Et puis quand on arrive au bout du tube, si on n'en a pas un déjà prévu, on essaye d'économiser, on essaye de gratter tout ce qu'on peut trouver, etc. Et en fait, on a un comportement pas très rationnel, puisqu'on le sait depuis le début du tube qu'on va arriver à la fin. Donc si on était capable de jouer rationnellement notre utilisation du tube de dentifrice, on aurait le temps aussi de prévoir d'aller en acheter un autre. Et j'ai le sentiment que les économistes sont un peu comme ça. Ils ont un peu de mal finalement à sortir de leur carcan, parce qu'ils sont un peu comme devant le tube de dentifrice en fait. Il faut que la situation arrive à son extrême limite pour que tout d'un coup ils se disent « tiens, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc évidemment, actuellement, la question du changement climatique commence à pousser un certain nombre d'économistes à se dire « tiens, peut-être qu'il faut faire quelque chose ». Mais on le sait depuis plusieurs décennies. Et donc on est comme devant le tube de dentifrice. Espérons juste qu'on puisse aller un peu plus loin et que ce ne soit pas juste la fin avec ce tube de dentifrice. Bon, voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie encore une fois profondément pour ce prix.